Première table ronde de cette journée, parcours de droit, parcours de santé, expérience personnelle. Et pour nous raconter leur témoignage, leur expérience, j'accueille sur scène Cécile Picoro, Véronique Decaux et Bernard Mel. Nous accueillerons dès leur arrivée également Swad et Étienne Creusevaux. Alors, quelques mots sur chacun d'entre vous. Cécile Picoro, vous êtes en voie de rétablissement. Véronique Decaux, vous êtes membre du Clubhouse Paris et formatrice pair. Bernard Mel, vous êtes militant pour les droits pour tous. Et puis, Swad et Étienne Creusevaux, vous êtes facilitateur-chercheur au sein du groupe local indinois Cap Droit. Oui. C'est tout à fait ça. Alors, Swad et Étienne, vous avez eu un parcours impressionnant. Par exemple, Étienne, vous avez connu la privation de liberté, notamment, et aujourd'hui, vous êtes facilitateur-chercheur au sein de ce groupe Cap Droit. Racontez-nous cet itinéraire. En fait, je suis arrivé très jeune en psychiatrie. J'ai décompensé suite d'une intoxication toxique. Après, j'étais en psychiatrie, puis c'était un grand changement. Je pouvais passer de tout, d'avoir tout sous la main, d'avoir droit à tout, à avoir plus droit à rien, quoi. Du jour au lendemain, et c'est très dur. Je perds du fil, monsieur. Mais je vous en prie, c'est vrai qu'on a normalement, de façon théorique et même de façon légale, énormément de droits quand on est hospitalisé. Hein. Les droits de la personne hospitalisée sont très importants, très nombreux. Et là, vous dites, vous vous êtes rendu compte, avoir eu l'impression, en tout cas, de ne plus avoir droit à rien. C'est bien réel. C'est-à-dire que j'étais en chambre d'isolement alors que j'avais 16 ans. C'est-à-dire que j'avais un gobelet, j'avais mon gobelet d'eau, puis j'avais que ça pour la journée, quoi. J'avais mon gobelet. L'infirmier ouvrait la porte pour donner le repas. Quand il y avait du courrier, il donnait le courrier, mais c'était pas souvent. Hein. Voilà. Moi, en fait, à la différence d'Étienne, j'ai très peu connu l'hospitalisation, l'isolement, tout ça. J'ai été attachée une fois à l'hôpital de Charnay-les-Macron en contention. Mais après, au centre psychothérapique de l'Ain, ça n'a pas été le cas. Du coup, j'ai pas beaucoup connu l'enfermement à la différence d'Étienne. Mais en fait, mon parcours a été également a beaucoup évolué. On est facilitateur-chercheur. On a également fait une formation de personnes ressources en santé mentale. C'est de la pair-aidance. Voilà, c'est les prémices de la pair-aidance. Et voilà. Alors justement, cet itinéraire que vous avez eu, au cours de cet itinéraire, qu'est-ce qui a facilité au niveau de vos droits votre accès à l'autonomie? En fait, on a connu un médecin qui était beaucoup plus ouvert que celui que j'avais avant. Il m'a ouvert beaucoup de portes. Il m'a fait accéder à un appart de soins, c'est-à-dire un appartement sur la cité. Bon, il y avait un contrat de soins, il fallait respecter tout ça. Bon, ça ok, mais qu'est-ce que je vous dis, c'est comme ça. Et après, soit d'arriver sur les appartements, j'ai fait venir j'étais déjà avec Swad avant l'appartement, et j'ai fait venir sur les apparts, et après ça allait à toute vitesse. C'est-à-dire, on a eu un appartement personnel, on a pu avoir un appartement personnel à deux, on a pu faire accepter à deux, ce qui n'a pas été simple. Quand vous avez des professionnels en face qui vous parlent d'individualisation, ça ok, l'individualisation c'était un mieux sur l'hôpital, mais de nos jours ça peut être pas maltraitant, mais ça peut être ennuyeux quand on voulait entrer en couple, quand on parle d'individualisation, quoi. Concrètement, qu'est-ce que ça voulait dire, cette individualisation? En gros, c'était faire choses séparément, quoi.
Et du coup, nous, en fait, ce qui nous a beaucoup aidé, Étienne et moi, c'est qu'en fait, on s'est beaucoup entraidés, et l'un et l'autre, parce que l'un était introverti, c'est-à-dire moi, je suis assez introvertie, Étienne assez extraverti, et du coup, on a compensé les deux personnalités, les deux. En fait, ça faisait balance un peu. Et du coup, du contrepoids, et du coup, en fait, ben, on s'est et l'un et l'autre canalisé pour Étienne, et moi un peu plus extraverti. Du coup, on s'est entraidé, et on s'entraide au quotidien tous les jours, hein, que ce soit pour le quotidien, les activités. Voilà. C'est-à-dire, on s'est également battu pour pouvoir se marier. Bon, la famille nous a soutenus. Quand la famille s'est mal à nous soutenir, ça allait tout seul. Mais il a fallu faire valoir auprès de la famille, mais également auprès des soignants. Il a fallu justifier auprès des soignants pour pouvoir se marier, en fait. C'est-à-dire, ils pensaient que c'était une amourette comme ça, quoi. Ils ont dit, bah, ils sont ensemble, oui, mais faut faire un travail de séparation, on me dit, mais pourquoi on ne veut pas se séparer, quoi? C'est quoi cette connerie? Excusez-moi, mais peut-être c'est ça ou je sais pas, mais je voulais pas envahir l'espace parisien. Je voulais pas envahir l'espace parisien, l'espace public, ou déborder sa voie publique. Excusez-moi, monsieur. Moi, je vous en prie. Si c'est pas indiscret, vous vous êtes rencontrés dans quelles circonstances? Est-ce que c'est dans le milieu intra, extra, En fait, thérapeutique? on s'est rencontrés dans une structure qui s'appelle le Parchemin, qui existe encore. C'était en 2010, 2011, 2010. C'est une imprimerie qui appartient au Centre psychothérapique de l'Ain, et qui fait des cartes de visite pour même les personnes, le public, en fait, le privé public, des cartes de visite, des tickets tombola, voilà. Et on s'est rencontrés là-bas, donc voilà, ça remonte un certain temps quand même. Et concrètement, quel est le pouvoir des médecins ou d'autres autorités d'accompagnement ou autres pour vous empêcher, pour freiner votre union, votre mariage? Déjà nous occuper la journée. Du coup, si eux disaient, bah, vous avez un à cuisine et l'autre je veux dire une connerie, on n'avait pas de bowling, mais l'autre à bowling. C'est-à-dire on n'est pas ensemble à l'instant T du bowling et de la cuisine. Monsieur Noël, c'est-à-dire qu'ils avaient les clés de l'emploi du temps. Ils n'avaient pas les clés de l'appartement, mais ils avaient les clés de l'emploi du temps, ils avaient les clés de ce qu'on faisait. C'est une métaphore, les clés, mais je ne sais pas si tu peux m'expliquer, parce que je perds mes mots. Non, mais en fait, l'essentiel à retenir, c'est qu'en fait, on fait les choses en binôme, hein, maintenant, et ça a toujours été, au début, c'était compliqué de s'affirmer à deux. Et du coup, on a réussi. Maintenant, presque tout le monde sait qu'on fonctionne en binôme. À Bourg-en-Bresse, notamment. Je parle surtout à Bourg-en-Bresse, en fait. Qu'on fonctionne en binôme, qu'on s'entraide, qu'on fait tout à deux. Puis, en fait, c'est devenu notre fonctionnement. Et ça va très bien comme ça, quoi. Ouais, on s'est stabilisé aussi comme ça aussi, hein. On s'entraide aussi avec les soignants. Voilà. Et en fait, on atterrit sur une structure. Je atterris sur une structure qui s'appelait l'Envol, peut-être pas la citer. Et il y avait un médecin très ouvert. Et il a créé la réhab avec le professeur Franck à Bourg. La réhab à Lyon qui a créé monsieur le médecin de Bourg a créé la réhab à Bourg avec le médecin de Lyon. Et j'ai assisté aux prémices de la réhab. C'est-à-dire que j'étais au tout début. Et la dernière fois que je suis allé à la RAF, c'était pour faire une formation de personnes en souffrance mentale qui me permet d'accéder des bénévolats sur le CPA maintenant. Alors, je retourne dans les locaux où je me faisais enfermer, quoi, pour faire du bénévolat maintenant, pour essayer d'aider les autres et pas qu'ils revivent la même chose que j'ai vécu, quoi. Ça, c'est un truc qui me fait mal quand si je venais à apprendre que des personnes ont vécu la même chose que ce que j'ai vécu, ça va vraiment me faire mal, quoi. Qu'est-ce que vous leur dites à ces personnes que vous conseillez? Ben, je leur dis, il y a beaucoup.
il y a beaucoup d'âgés de psychiatrie qui fument beaucoup de tabac, qui sont dans les toxiques, qui sont comme moi un temps. Je leur dis de décrocher, quoi. Je leur dis de décrocher, ils ne m'écoutent pas, mais bien je me dois de leur dire, quoi. de bien prendre le Bien- traitement aussi. Bien prendre le traitement. Et au niveau de la défense de leurs droits? Par rapport au droit, à part faire remonter à la direction du CPE quand c'est un truc qui va pas, c'est tout ce qu'on peut faire, quoi. Ouais, On après, peut c'est à pas- notre niveau, on n'a pas non plus. On ne peut pas faire intervenir la justice ou il faudrait qu'on s'en lien avec la juge des privations des libertés, je crois qu'elle Oui, s'appelle Adeline Hazan, dont on a parlé Mm. il y a quelques instants. Euh, je reviens un petit peu à la question du logement. Vous me disiez que dans certaines formes de logement qui vous ont été proposées, il y avait l'impossibilité de travailler, c'est bien ça? Non, en fait, c'est pas le cas à l'heure actuelle. À l'heure actuelle, nous, on a un logement très bien, personnel, tout va bien. Mais en fait, quand on était en appartement transition thérapeutique, en fait, quand on a voulu chercher un logement personnel, il s'avère que, en fait, il y avait l'étiquette AH, handicapé, et voilà quoi. Du coup, Et c'était la difficulté de trouver un logement Du coup, on se fait discriminer, quoi. stigmatisé. Stigmatisé, quoi. Ouais. Par les bailleurs. Voilà. C'est-à-dire que le Non, bailleur même pas- même pas- ne même vous par faisait le- pas confiance? Même par le privé, en fait. Même par des personnes qui dans le privé, en fait, qui refusaient également. Alors, il y a un autre sujet, c'est la parentalité. Oui. En fait, on nous a foutu la frousse, quoi, à nous dire. Je déborde peut-être, ouais, Non. on nous a foutu la frousse par rapport au fait qu'on nous dise on va vous le prendre, on va vous l'arracher dès la naissance, on nous a dit des choses horribles. On va vous placer en famille d'accueil, on va vous l'arracher, vous l'aurez même pas dans les bras. Du coup, on n'en a pas fait, quoi. On a réfléchi, on a se dit, on va pas faire un petit malheureux. Un gamin qui grandit sans ses parents, non, mais j'imagine même pas ça. Alors après, dans l'après-psychiatrie, après la psychiatrie qui allait un peu loin, maintenant, ça a été pour les enfants, donc... Et sachant que, mais en fait, c'est pas ça, c'est qu'après, nous, on a été très réaliste dans le sens où on s'est dit qu'on avait, on sait pas qu'on s'est dit comme ça, on le sait, on a une pathologie et en fait, on a un traitement, donc du coup, on se pose les bonnes questions à se dire est-ce qu'on ferait pas un malheureux et du coup, on en est à ce stade, on n'a pas fait d'enfant, voilà. Mais qui vous a dit ça? Qui vous a cassé le moral comme ça? Des soignants, la famille, pas tout le monde dans la famille. Les garçons étaient plus ou moins d'accord pour que j'en fasse, mais les filles de ma famille ne voulaient pas que j'en fasse, en fait. Ouais. Et maintenant, c'est une position qui pourrait évoluer dans votre entourage vaste On a essayé de faire un travail, deux psychologues par rapport au désir parentalité, sauf que On voit des psychologues à l'heure actuelle pour ça, pour ce projet. pour ce projet, mais ça paraît compliqué, quoi. Mm. La famille pense qu'on n'est encore pas assez autonome et que enfin, ils sont pas. Pourtant, on fait notre quotidien, on fait nos courses, on va voir la famille tout seul. Mais par exemple, pour venir à Paris, on a dû se faire accompagner parce que c'est une grande ville et que... Alors, en quoi votre mission, depuis quelque temps, de facilitateur-chercheur au sein du groupe Cap Droit, a facilité votre rétablissement? Comment vous voyez les choses? Déjà, on se sent utile. Quand on se sent déjà utile à la société, même si on se sent utile, quoi. Je pense, Puis c'est pour défendre des causes qui sont plus qu'importantes, quoi. Le handicap, les choses qui vont pas, dénoncer les choses qui vont pas.
Enfin, après, moi, c'est ma vision de la chose, hein. Je dis pas que Cap Droit, c'est ça, mais en fait, c'est, comment dire, c'est moi, ça, en fait, parce que du coup, nous, on a fait une formation de personnes ressources en santé mentale, Étienne et moi, et en fait, on aide les personnes. Donc déjà, il faut avoir cette volonté d'aider. euh, et quand on est face à une injustice, du coup, que Cap Droit travaille certaines choses à ce niveau-là, du coup, nous, ça nous a... Et ça nous valorise, en fait. Ça nous valorise également, quoi. On se sent valorisé, on se sent utile. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je crois que Si, vous pouvez. vous aussi, vous avez été touché par la maladie. Et c'est comme vous, ce que vous faites en ce moment par rapport à Cap Droit ou par rapport au bénévolat sur le CPE. C'est un objectif dans la vie, quoi. On se sent utile. Non, mais nous, on se sent utile et en fait, c'est comme une vocation, en fait. Et du coup, c'est vrai qu'on fait du bénévolat, on n'est pas, n'a pas de, on n'est pas payé, rémunéré, mais voilà, quoi. Ça nous aide à être bien dans notre peau aussi, voilà. Après, il y avait la psychoéducation, la neuropsychologie qui nous a aidés. C'était la méthode du nouveau médecin, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est les méthodes qui servent à la remédiation cognitive, à penser différemment, à diminuer les symptômes, tout ça, quoi. Je ne vais pas vous embêter. Non, mais c'est vrai que c'est très bénéfique. Vous connaissez ? Oui, pour l'avoir pratiqué moi-même, je trouve que ça redonne beaucoup confiance en ses capacités. Ouais. Je reviens à Cap Droit et à votre action. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir progressé dans votre connaissance des droits et de faire progresser les personnes que vous accompagnez dans leur connaissance en fait, par rapport à moi, de leurs droits? Par rapport à moi et pas par rapport à Swan, moi c'est plutôt dans le sens où quand je veux voir quelqu'un qui souffre, je ne vais rien faire par rapport au droit ou quoi que ce soit. Moi j'en parle à un professionnel à la limite, mais du coup j'essaie ça me renvoie une image également que j'ai pu avoir un temps, et du coup les mots sortent spontanément, quoi. Pas quand je formule mieux que ça, mais je perds mes mots, monsieur, je suis désolé. Je vous en prie, ne soyez vraiment pas désolé.